Pour Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, les massacres continuent à Gaza. 4 Palestiniens, dont une femme âgée, sont tombés en martyrs ce dimanche dans la ville de Khan Younes, à l'est de l'enclave. Retrait des troupes sionistes du corridor de Wadi Raza, des milliers de Palestiniens peuvent enfin regagner leurs terres au nord de la bande. Et puis le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, reçu ce dimanche par le président libanais Joseph Aoun et plusieurs membres de son nouveau gouvernement à Beyrouth, dans le cadre de sa visite officielle en sa qualité d'envoyé spécial du président Abdelmajid Tebboune. Crise entre Alger et Paris. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin déclara à Al24 News que les cercles français espèrent parvenir à la réouverture des canaux de dialogue bilatéraux. Et enfin, corruption et détournement de fonds publics. Le régime du Maroc se retrouve pris au piège entre gronde sociale et dette colossale. Bonsoir à tous. Le massacre continue à Gaza ce dimanche. 4 Palestiniens, dont une femme âgée, sont tombés en martyrs dans la ville de Khan Younes après avoir été ciblés par les forces d'occupation sionistes qui ont ouvert le feu alors qu'ils tentaient de rentrer chez eux. Et 20 jours se sont écoulés après l'entrée en vigueur de l'accord de trêve entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste. Et le bilan humain à Gaza continue malgré le cessez-le-feu de s'alourdir, atteignant les 48 189 martyrs et 111 640 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 8 martyrs et 2 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Les brigades Al-Qassam ont diffusé ce dimanche des scènes de remise de 3 captifs sionistes depuis l'intérieur des tunnels jusqu'à leur arrivée auprès des équipes de la Croix-Rouge, toujours dans le cadre de la première étape de cet accord de trêve.
mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce dimanche le retrait officiel des forces d'occupation sionistes du couloir de Wadi Raza, connu également sous le nom de couloir de Netzarim. Un retrait qui constitue une victoire pour le peuple palestinien et l'aboutissement, selon un communiqué du Hamas, de sa vaillante résistance à l'agression sioniste dans la bande. Affirmant que l'achèvement de ce retrait aujourd'hui, la reconnexion du centre de la bande de Raza à son nord, la poursuite du retour des personnes déplacées sur leur terre et la libération des prisonniers palestiniens confirmaient la détermination de la résistance à maintenir le peuple palestinien sur ses terres. C'était donc un moment attendu depuis plus de 15 mois. Les Palestiniens originaires du nord de l'enclave peuvent enfin rentrer chez eux après le retrait des forces d'occupation sionistes du couloir de Wadi Raza. La joie est immense, mais la détermination de reconquérir leur terre est encore plus forte. Commentaire de Maria Chouyer. Plus de 15 mois après avoir quitté leur maison, les Palestiniens du nord de la bande de Raza s'apprêtent enfin à retourner chez eux. Dans ce paysage de destruction massive, la joie des Palestiniens est trempée de tristesse. Le choc est lisible sur les visages des citoyens rentrant chez eux. Ils n'ont trouvé que des décombres. Chose qui ne les a pas empêchés à rester déterminés, à vouloir continuer de lutter pour leur cause malgré la douleur. Si Dieu le veut, nous resterons et nous marierons nos fils et nos filles, nous donnerons naissance à plus de garçons et de filles et nous provoquerons la colère de tous les infidèles, de tous les juifs, de tous les Américains, si Dieu le veut. Dans le périple du retour en direction du nord, les Palestiniens rencontrent des montagnes de ruines et de décombres, attestant du passage des forces sionistes qui sèment mort et désolation. Sur les deux côtés de la route, le paysage est le même. Des tonnes de terre et de pierres jonchent le sol, des destructions à grande échelle qui renseignent de la politique de la terre brûlée appliquée par l'occupant. Nous sommes inébranlables et nous avons été patients sous les roquettes et les frappes. Ils nous ont privés de nourriture et d'eau, mais ils ne nous ont pas privés d'air. Nous sommes restés en vie. Les destructions laissées dans le nord de la bande de Raza sont massives. Du fil barbelé au sol, de la fumée qui monte et des Palestiniens qui attendent pour traverser le corridor Wadi Raza afin de pouvoir enfin rentrer chez eux. Sauf qu'ils n'ont plus leur chez eux. Ils sont bien conscients de cette amère réalité. Aujourd'hui, je suis venu dans le nord pour m'enquérir de la situation. Et grâce à Dieu, la route était bonne et l'armée sioniste s'est retirée. Nous sommes en sécurité tant que nous sommes de retour. Tout le monde va bien et nous reviendrons tous. Pour ce peuple qui a survécu à plus de 15 mois de génocide continu, le cauchemar est loin d'être fini. Si le génocide sioniste a enfin pris fin, la résistance palestinienne n'est pas prête à s'éteindre. Ce peuple continuera à résister et à lutter contre la présence sioniste dans les terres palestiniennes jusqu'à ce que la Palestine redevienne libre et indépendante. Et alors que la première étape de l'accord de trêve touche à sa fin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité de continuer à faire pression pour un cessez-le-feu permanent dans la bande de Raza, réaffirmant dans un message publié sur les réseaux sociaux qu'un État palestinien viable et souverain est la seule solution durable au conflit entre la Palestine et l'entité sioniste. L'Égypte accueillera un sommet d'urgence des pays arabes sur la question palestinienne le 27 de ce mois de février. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministère égyptien des Affaires étrangères, indiquant que le sommet reflètera l'unité de la position arabe qui refuse le déplacement du peuple palestinien de son territoire. Et de son côté, le chef de la diplomatie iranienne a qualifié le projet américain de déplacement forcé des Palestiniens de Raza de partie intégrante du plan colonial visant à effacer la Palestine, tout en appelant à une position ferme et unifiée de tous les pays du monde face à, je cite, cette dangereuse conspiration. Abbas Araghchi a par ailleurs proposé la tenue immédiate d'une réunion d'urgence des ministres de l'Organisation de la coopération islamique pour justement discuter et décider de cette question.
Les agressions sionistes s'intensifient en Cisjordanie occupée. Les forces d'occupation ont poursuivi ce dimanche leurs agressions militaires sur le camp d'Al-Farah au sud du gouvernorat de Tobas pour le 8e jour consécutif. Selon l'agence de presse palestinienne, l'occupation sioniste a poussé de nouveaux renforts militaires du checkpoint de Hamra vers le camp et a forcé des dizaines de familles à quitter leur maison sous la menace des armes. L'occupation qui n'hésite d'ailleurs pas à ouvrir le feu sur les civils, y compris les femmes et les enfants. Ce dimanche, une jeune Palestinienne de 21 ans est tombée en martyre après avoir été ciblée par les forces sionistes dans le camp de déplacés de Nour Shams, à l'est du gouvernorat de Tulkaram. D'autres Palestiniens ont également été blessés par balles, dont un enfant de 14 ans. On en parlait tout à l'heure en titre. Le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu ce dimanche à Beyrouth par le président libanais Joseph Aoun dans le cadre de sa visite officielle en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Lors de cette audience, le ministre d'État a remis au président libanais une lettre du président Tebboune lui transmettant ses salutations et ses félicitations à l'occasion de son élection en tant que président du Liban. Ahmed Attaf a également félicité le président Aoun pour les procédures liées à la formation du nouveau gouvernement libanais. شخصيا كمبعوث للرئيس عبد المجيد تبون. En ma qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmajid Tebboune, j'ai remis une lettre manuscrite au président libanais et c'est la mission que j'ai accomplie dans le cadre de la position constante de l'Algérie vis-à-vis du Liban, dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai félicité une nouvelle fois au nom du président Abdelmajid Tebboune, son Excellence le président de la République libanaise, le président Michel Aoun, pour son élection et pour la finalisation des procédures de formation du gouvernement libanais, en lui souhaitant, au nom de l'Algérie, plein de succès. Le chef de la diplomatie algérienne a également évoqué avec le président libanais Joseph Aoun les relations bilatérales entre Alger et Beyrouth, mais aussi les moyens de les renforcer, lui assurant le total soutien de l'Algérie. Avec son Excellence le Président, nous avons évoqué les relations bilatérales et nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de leur donner un nouveau souffle en leur offrant une nouvelle dynamique et un contenu plus large. Nous avons également parlé de l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité et sa disponibilité pour accompagner le Liban au Conseil de sécurité. Nous avons également abordé les futures échéances arabes et la nécessité d'une coordination et consultation étroite, continue et systématique entre l'Algérie et le Liban pour contribuer à la réussite de ces futurs rendez-vous arabes. Le ministre algérien des Affaires étrangères a été reçu dans ce même contexte par le Premier ministre libanais Nawaf Salam. L'occasion pour les deux parties d'examiner les moyens à même de concrétiser la volonté qui anime les dirigeants des deux pays pour renforcer et élargir leurs relations dans divers domaines. Il a été convenu dans ce sens d'accélérer l'activation de la commission intergouvernementale mixte et d'encourager les échanges entre les hommes d'affaires et opérateurs économiques à travers le Conseil d'affaires conjoint.
Ahmed Attaf qui a également été reçu lors de sa visite à Beyrouth par le président de la Chambre des députés du Liban, Nabih Berri. Lors de cette rencontre, Ahmed Attaf a félicité Nabih Berri à l'occasion de l'annonce de la formation du nouveau gouvernement libanais, lui réaffirmant une nouvelle fois le soutien de l'Algérie au pays qui s'apprête à entamer une nouvelle étape en faveur du renforcement de la stabilité, du rétablissement de la paix et de la réalisation du développement économique. Et dans les rues de Beyrouth, les Libanais ont réagi à la formation de ce nouveau gouvernement attendu depuis plus de 2 ans. Une nouvelle accueillie avec un sentiment de soulagement, mais aussi avec beaucoup d'appréhension. Dieu merci, le gouvernement a été formé, mais il faut surveiller les influences extérieures car il y a eu beaucoup d'interventions régionales. Nous avons récemment vu l'envoyé américain et ses déclarations. J'espère que le gouvernement prendra des décisions indépendantes, quels que soient les noms des ministres. Nous sommes actuellement dans une phase de reconstruction de ce pays. Nous avons non seulement été confrontés à une guerre, mais aussi à une crise financière et à de nombreuses autres crises majeures. Il faut maintenant que tout le monde travaille ensemble pour reconstruire le pays et pour éviter toute intervention extérieure. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'interventions étrangères. Restez avec nous, on fait le tour de l'actualité en Afrique juste après ce jingle. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi régissant les activités minières, des exposés sur les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences, aux nouvelles mesures liées à la retraite des enseignants et professeurs d'éducation nationale, ainsi qu'à la situation des sports collectifs et du sport d'élite. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, récipiendaire de la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang Sadr, a décerné la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang Achir au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, pour ses efforts constructifs dans la promotion de ce secteur vital. La cérémonie s'est déroulée au Palais d'El Mouradia en présence du Premier ministre, du directeur du cabinet à la présidence de la République, du secrétaire général à la présidence de la République, ainsi que nombre de conseillers à la présidence de la République et des membres du gouvernement. وتطبيق السياسة المنتهجة في إطار الجزائر الجديدة لتمكين المواطن من الاستفادة من السكن المحترم اللائق به فمزيدا من النجاحات الموفقة والإسهام في التنمية الوطنية والله الموفق والمعين. Crise entre Alger et Paris, c'est dans une interview exclusive accordée à Al24 News que l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a déclaré qu'il y avait beaucoup d'attentes et un grand espoir dans les cercles français de parvenir à des solutions à la crise avec l'Algérie, ajoutant savoir que chaque partie est prête à faire sa part pour surmonter les divergences actuelles et rouvrir les canaux de dialogue et de coopération. Nous sommes
pas à nos principes. Nous devons tout faire, en tout cas en ce qui me concerne, tout ce qui peut être fait à la place qui est la mienne. Et je crois pouvoir dire de plus en plus, quand je rencontre ici des dirigeants français, j'ai lu attentivement l'interview du président Tebboune, je vois que les choses bougent. Et j'aimerais pouvoir dire, je crois qu'elles bougent dans le bon sens. Et donc faisons en sorte que nous puissions sortir par le haut de cette crise. Il y a une attente, une grande attente. Il y a un espoir que les choses puissent se dénouer. Et donc, je sais que chacun est prêt à faire sa part. Et nous sommes prêts, les uns et les autres, à œuvrer pour que ce qui nous sépare aujourd'hui puisse permettre de renouer le dialogue, de renouer le travail à faire. Dominique de Villepin a par ailleurs souligné qu'il était nécessaire de reconnaître l'histoire tragique qui lie les deux pays, estimant nécessaire également de réorienter l'attention vers ce segment. Ce qui doit être fait pour faire en sorte que la reconnaissance d'une histoire tragique soit faite devra être fait. Mais ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est la nécessité de regarder vers tout ce qui est en attente, tout ce qui mérite d'être fait pour nos jeunesses respectives, pour nos peuples respectifs. Et ça, quelque part, ça nous pousse à regarder devant. Ça nous pousse à faire la part des choses dans tout ce qui est difficile et douloureux. Et je crois que cette bonne volonté doit l'emporter et nous guider. Donc le vœu que je forme, c'est que rapidement nous puissions... et je sais que des choses bougent. Oui. Et donc je veux croire que rapidement nous serons capables d'avancer ensemble. Affaire Doualem, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a appelé ce dimanche le ministre français de l'Intérieur à respecter l'état de droit, alors que Bruno Retailleau prétend que celui-ci a été dévoyé après l'annulation de l'expulsion de l'influenceur algérien. On parle de grand remplacement. Quand on est ministre, on respecte justement l'état de droit et on ne l'attaque pas. Et que M. Retailleau a fait n'importe quoi, et qu'à partir de ce moment-là, la justice l'a rappelé à l'ordre parce qu'il a fait n'importe quoi. Dans la procédure, vous voulez dire ? Évidemment, et donc plutôt que de s'en prendre à la justice, il devrait reconnaître ses torts, reconnaître le fait qu'il n'a pas respecté les procédures, qu'il n'a pas respecté un certain nombre de règles élémentaires de l'état de droit, c'est-à-dire aussi y compris le droit de se défendre, et des droits qui sont garantis à la défense, et que quand on est pris la main dans le sac, le mieux, c'est de reconnaître ses torts plutôt que de s'attaquer à ceux qui rappellent les principes de l'état de droit. Est-ce que cet influenceur Doualem a, selon vous, sa place dans notre pays ? Ou est-ce qu'il doit être expulsé ? Mais monsieur, s'il a tenu des propos qui sont des propos contraires à la loi, il doit donc être jugé en raison des propos qu'il a tenus. Et si ensuite il est condamné pour les propos qu'il a tenus, alors la justice peut décider de prendre des mesures, et y compris des mesures d'éloignement du territoire national. Mais ce n'est pas à M. Retailleau de le décider. Parce qu'en France, il y a quelque chose qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Et donc, il y a l'exécutif et il y a le pouvoir judiciaire. Et ce qui a été reproché à M. Retailleau, c'est de ne pas avoir respecté ces principes. Et donc, M. Retailleau devrait les respecter. Voilà, tout simplement. Dans le cadre de sa visite officielle en République d'Inde, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi son programme en visitant hier deux grandes entreprises spécialisées dans l'industrie de défense, Bharat Forge Limited et Larsen & Toubro. Au cours de cette visite, le chef d'état-major de l'ANP a pris connaissance du haut niveau technologique atteint par les entreprises, notamment dans la conception, la production et la maintenance des systèmes d'artillerie et de véhicules blindés. Dans ce contexte, les discussions entre les responsables des deux parties ont porté majoritairement sur les perspectives de coopération bilatérale, notamment en matière de coproduction et de transfert de technologies. Nouvelle violation des droits du peuple sahraoui. Les autorités d'occupation marocaines représentées par l'administration de la prison locale de Boukarène ont eu recours à la déportation du prisonnier politique sahraoui Al-Barr Al-Kantaoui vers une destination inconnue, tandis qu'un autre détenu, Aziz Al-Wahidi, a été déporté vers la prison locale. Selon l'association des défenseurs sahraouis des droits de l'homme au Sahara occidental, le prisonnier politique sahraoui
Abdelmoula Hafidi, a également été transféré de la prison d'Oudaya à Marrakech à la prison de Boursima dans la ville de Safi. Avec cette violation, le Merzen a violé l'article 76 de la 4e Convention de Genève qui souligne la nécessité de veiller à ce que les prisonniers soient détenus dans des lieux proches de leur lieu de résidence d'origine. Embourbé dans des problèmes aux multiples facettes, le régime du Merzen doit désormais composer avec les manifestations qui dénoncent la corruption endémique dans le royaume, qui coûte annuellement un peu plus de 50 milliards de dirhams aux caisses de l'État. Cette situation nuit non seulement à l'économie, mais érode également la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Mohamed Amin Perkan. La place Bab-Doukala à Marrakech a été le théâtre dimanche d'une marche nationale de protestation contre la corruption et le détournement des fonds publics. Un énième ras-le-bol exprimé par les sujets de Sa Majesté qui traduit un rejet généralisé de la réalité des conflits d'intérêts dans le royaume, de l'enrichissement illicite et des restrictions imposées aux associations de défense des droits de l'homme dans l'exercice de leur rôle de dénonciation de ces crimes. À l'appel de l'Association marocaine pour la protection des deniers publics, la marche a été menée par le militant des droits de l'homme Mohamed Al-Roussi et intervient dans un contexte de colère populaire croissante face à la persistance de la corruption, des pots de vin et de l'impunité. Il s'agit également d'une réponse au projet de chapitre 3 du Code de procédure pénale, accusé de ligoter les mains du ministère public dans la poursuite des personnes impliquées dans des affaires de corruption financière. Nous voulons dire aujourd'hui que cette manifestation est un rappel, une sonnette d'alarme contre la propagation de la corruption, la rente, les détournements de l'argent public, les pots de vin et l'impunité. Et en cette occasion, nous disons stop à l'enrichissement illicite. C'est une occasion donc de tirer la sonnette d'alarme, car la corruption a pris des proportions alarmantes et qu'il y a des réseaux bien organisés et une mafia de la corruption qui prend beaucoup de place. Et cela menace l'État et la société. Ce gouvernement n'a aucune volonté politique pour combattre la corruption. Et d'ailleurs, le chef du gouvernement est pris la main dans le sac dans des conflits d'intérêts. Et c'est ce même gouvernement qui a supprimé un code de la loi pénale qui criminalise l'enrichissement illicite, ainsi que d'avoir négligé la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les organisateurs ont brandi des slogans appelant à une participation massive à la marche, comme un message adressé aux partis qui profitent de la corruption, et une affirmation du rejet de toute mesure limitant le rôle du pouvoir judiciaire et de la société civile dans la lutte contre le détournement de fonds publics. Cette marche exprime une inquiétude croissante face aux restrictions imposées aux associations de défense des droits humains qui jouent un rôle fondamental dans la dénonciation des dossiers de corruption et du pillage des fonds publics, au moment où les manifestants voient la corruption comme un obstacle au développement et à la justice sociale. Le choix de Marrakech pour organiser cette marche n'est pas un hasard, car la ville a été le théâtre de plusieurs affaires de corruption majeures, allant de la manipulation de marchés publics à des affaires de blanchiment d'argent et d'acquisition illégale de biens publics, et bien d'autres affaires scabreuses dans un royaume où le roi est aux abonnés absents et où tout est permis. Conflit en République démocratique du Congo, le gouverneur du Sud Kivu a appelé au calme et a rassuré la population de sa province, alors que le M23 se rapproche de la ville de Bukavu à l'est du pays. Des affrontements ont d'ailleurs eu lieu samedi à une 60aine de kilomètres du chef-lieu de la province et la peur et la panique se sont déjà emparées de cette grande ville d'1 million d'habitants. Je tenais ici à rassurer la population du Sud Kivu et la population congolaise en général que contrairement à la campagne médiatique qui est l'armée numérique de l'ennemi qui cherche à tout faire pour intoxiquer la population disant qu'il y a une grave insécurité dans la province Sud Kivu, eh bien, il n'en est pas le cas. Je tenais ici à préciser, à dire à la population de rester calme, de vaquer à ses occupations.
Le sommet des dirigeants africains réunis hier en Tanzanie pour faire face à la crise en RDC a appelé les chefs militaires à mettre en place un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans un délai de 5 jours. Le sommet conjoint a rappelé que les sommets de la EAC et de la SADC avaient, après avoir délibéré sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, appelé à premièrement une cessation des hostilités et un cessez-le-feu immédiat. Deuxièmement, le rétablissement des services publics essentiels et des lignes d'approvisionnement en nourriture et autres produits de première nécessité afin d'assurer l'aide humanitaire et une résolution pacifique du conflit par le biais des processus de Luanda et de Nairobi. Le sommet conjoint a ordonné aux chefs des forces de défense de l'EAC et de la SADC de se réunir dans les 5 jours et de fournir des directives techniques sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités. Et après la tenue de ce sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC sur la crise en République démocratique du Congo, l'Algérie s'est félicitée des conclusions du sommet. Elle fait sienne de l'appel unanime lancé pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et pour la fin des hostilités militaires à l'est de la RDC. Elle a également salué en particulier l'unification du processus de Nairobi et Luanda, permettant désormais un traitement global, cohérent et intègre du conflit. Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, a condamné fermement l'attaque brutale contre des travailleurs humanitaires mercredi dernier dans un village au nord Kivu qui a entraîné la mort de 3 employés d'une ONG suisse, soulignant que les attaques contre les travailleurs humanitaires constituent une grave violation du droit international humanitaire. Guerre au Soudan, le conflit qui dure déjà depuis presque 2 ans a laissé des millions de personnes dans une situation de précarité extrême et les premières victimes sont les femmes et les enfants. Insécurité alimentaire, violence et déplacements constants. Un récent rapport de l'ONU indique que d'ici la fin 2025, plus de 15 millions de femmes dans le pays auront besoin d'une aide humanitaire. La vie est très dure. Nous n'avons pas d'eau potable et l'approvisionnement en eau des épiceries a été coupé. Nous manquons de nourriture et d'eau et nous sommes désespérés. Tous les prix ne cessent d'augmenter. J'étais en 8e année, mais à cause du conflit, je n'ai pas pu aller à l'école pendant 1 an et 4 mois. Direction le Burkina Faso à présent, où 7 terroristes ont été neutralisés jeudi dans une opération antiterroriste menée par l'armée burkinabé dans la région est du pays. Divers matériaux de guerre appartenant aux assaillants ont été également récupérés lors de l'opération. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre prochain, a plaidé lors d'un meeting à Abidjan pour que le scrutin soit organisé de façon juste et dans la paix, déclarant que pour ce faire, les listes électorales devraient être vidées de tous les noms qui ne doivent pas y être. Je passerai vous voir pour l'invitation. Après la loi. Comment faire pour que notre élection présidentielle prévue pour octobre 2025 se fasse dans la paix? Il faut que les listes électorales soient vidées de tous les noms qui ne doivent pas y être. Et il faut que la commission électorale indépendante, d'abord, soit une commission électorale
et non pas un club d'amis. Et de deux, qu'elle soit réellement indépendante. Donc, il faut que ceux qui sont inscrits sur les listes électorales soient des citoyens ivoiriens. Je propose donc au régime, c'est-à-dire à ceux qui sont aujourd'hui momentanément au pouvoir, de prendre à bras le corps le sujet, de discuter avec tous ceux qui ont intérêt à des élections claires, justes et apaisées, c'est-à-dire avec nous autres. Le premier président de la Namibie, Sam Nujoma, héros de l'indépendance qui a dominé le paysage politique de ce pays d'Afrique australe pendant des décennies, est décédé samedi soir à l'âge de 95 ans. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la présidence de ce pays qu'il a dirigé jusqu'en 2005. C'est donc avec la plus grande tristesse et le plus profond chagrin que je fais cette annonce ce matin, le 9 février 2025, au peuple namibien, à nos frères et sœurs africains et au monde entier, concernant le décès de notre vénéré combattant de la liberté et leader révolutionnaire, son Excellence, le docteur Sam Shafishuna Nujoma. Il y a 70 ans avaient lieu les expulsions forcées des habitants de Sophiatown en Afrique du Sud dans le cadre de la politique de ségrégation raciale du gouvernement d'apartheid. 7 décennies plus tard, les déplacés, leurs enfants et petits-enfants attendent toujours d'être indemnisés. Récit de Sohila Kilala. 9 février 1955, 9 février 2025. 70 ans sont passés depuis cette sombre date de l'histoire de l'Afrique du Sud. Ce jour où le régime de l'apartheid a commencé à expulser de force les habitants de Sophiatown, un quartier mixte à l'ouest de Johannesburg, dans le cadre de sa politique de ségrégation raciale. Comme beaucoup de ses compatriotes, Msomi Willis se souvient très bien du jour où la police est venue les expulser de force pour les emmener à Soweto. Ils nous ont emmenés ici dans les décharges minières de Midowland. Si je revenais à Sophiatown, je me promènerais dans les rues près de chez moi, dans la rue Miller où je suis né. Imaginez la douleur des propriétaires de ces maisons qui ont été rasées en 2 minutes. Les gens étaient perdus, déplacés. Mes parents et mes grands-parents parlaient de cet endroit avec tendresse. Ils ont oublié la douleur et ne pensaient qu'à la beauté de l'endroit qu'ils laissaient derrière eux. Il s'agit de personnes qui ont vécu directement ces déplacements forcés, mais aussi des descendants qui subissent directement les conséquences de ces processus à ce jour. Nous voulons obtenir réparation parce que les problèmes qui existent aujourd'hui ont des racines historiques et nous devons reconnaître que les gens ont été expulsés de leurs terres sans être indemnisés. En 1950, le Parti national afrikaner a adopté une loi qui lui a permis de confisquer 85% des territoires sud-africains et d'expulser 3,5 millions d'autochtones de leurs terres ancestrales. Les expulsions de Sophiatown, elles, se sont poursuivies jusqu'en 1962. Les maisons ont été démolies et les habitants relogés dans des quartiers plus denses, loin du centre-ville. Sophiatown a été reclassé comme étant réservé aux Blancs et rebaptisé Triomphe. Ce n'est qu'en 2006 que le quartier a retrouvé son appellation d'origine, c'est-à-dire Sophiatown. Les séquelles de ces déplacements forcés perdurent, de nombreux autochtones sont exclus économiquement de la propriété foncière et vivent dans des zones dépourvues d'infrastructures et de services. Le régime de l'apartheid était le pêcheur originel. Le nouveau gouvernement était censé faire les choses correctement, les améliorer, nous amener dans un meilleur endroit, mais il n'a pas réussi. Et les victimes ultimes sont les mêmes personnes qui ont été expulsées de Sophiatown, ou leurs enfants et petits-enfants, et ils restent coincés dans ces cités dortoirs où il n'y a aucun avenir, ni aucun espoir.
Ce douloureux anniversaire intervient alors que l'Afrique du Sud fait l'objet d'un examen international renouvelé concernant ses politiques de réforme agraire, la récente législation visant à remédier aux disparités raciales historiques en matière de propriété foncière suscite à la fois soutien et critique. Toujours sur le continent, l'Éthiopie poursuit ses efforts pour restructurer sa dette souveraine dans le cadre d'une initiative du G20. Les discussions avec les créanciers avançaient lentement mais sûrement. D'ailleurs, le ministre des Finances Ahmed Shideh a déclaré ce dimanche que le pays était dans la phase finale des négociations. Amalam Zenzitone. Une dette colossale que l'Éthiopie peine à éponger depuis longtemps. En juin dernier, la dette extérieure du pays s'élevait à 28,9 milliards de dollars, dont environ la moitié était due à des prêteurs multilatéraux comme le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. En juillet, le FMI avait validé un programme d'aide à destination de l'Éthiopie d'un montant total de 3,4 milliards de dollars. Aujourd'hui, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique semble apercevoir une éclaircie. Lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale Addis Abeba avec la directrice générale du FMI, le ministre des Finances Ahmed Shideh déclare que le processus de la restructuration de la dette serait bientôt achevé. Le soutien à la restructuration de la dette du FMI et de la Banque mondiale va se poursuivre. Nous sommes dans la phase finale des négociations sur la restructuration de la dette en tant que pays du cadre commun du G20. Nous sommes donc dans la phase finale des négociations qui vont bientôt aboutir et s'achever. Cela permettra également de tirer parti d'un soutien important qui fait déjà partie du programme global. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la restructuration de la dette et je peux vous dire que c'est en tête de ma liste de priorités dans mes relations avec les créanciers éthiopiens. Selon les experts, les contre-coups de la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et le conflit dans la région du Tigré ont lourdement affecté l'économie de l'Éthiopie. L'inflation a explosé, atteignant 33,9% en 2022. Elle a depuis reflué, s'établissant à 23,9% l'année dernière et devrait redescendre à 13,3% en 2026. On passe au reste de l'actualité internationale avec les récents développements dans le conflit en Ukraine. Sur le terrain, les troupes russes continuent d'avancer. Le ministère russe de la Défense a revendiqué ce dimanche la prise du village d'Orikovo-Valissivka à l'est de l'Ukraine, près du bastion de Chassivyar sur la ligne de front. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont annoncé ce dimanche avoir synchronisé avec succès leurs systèmes électriques avec le réseau électrique continental européen, un jour seulement après avoir rompu des liens énergétiques vieux de plusieurs décennies avec la Russie et la Biélorussie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué cette décision préparée depuis des années, selon elle, comme marquant une nouvelle ère pour la région. Il y a quelques instants, j'ai reçu une excellente nouvelle. La synchronisation du réseau électrique des États baltes avec le réseau continental européen a été achevée avec succès. C'est un moment historique qui marque la fin d'un long voyage pour la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Aujourd'hui, l'histoire est écrite. Nous connectons les États baltes à notre réseau électrique continental européen. Les lignes électriques avec la Russie et la Biélorussie sont en cours de démantèlement. Ces chaînes de lignes électriques qui vous relient à des voisins hostiles seront une chose du passé. C'est la liberté de ne pas être menacé, la liberté de ne pas être victime de chantage.
L'île de Santorini, une destination touristique populaire en Grèce, connaît une activité sismique inhabituelle ces derniers jours. Rien qu'au cours de la journée de samedi, 11 tremblements de terre d'une magnitude de 4 ou plus ont été enregistrés près de l'île. Le tremblement le plus fort atteignant une magnitude de 4,9 selon les données de l'Institut de géodynamique de l'Observatoire national d'Athènes. Ce qui se passe est un cas assez unique d'activité géodynamique, pas habituelle comme nous le connaissons au cours de toute l'histoire du siècle dernier et de ce siècle actuel. En ce moment, nous pensons que cette activité de tremblement de terre de taille moyenne va continuer pendant plusieurs semaines. Et parfois, nous ne pouvons pas dire exactement quand, probablement dans les prochains mois, cela cessera. Dans un discours marquant le 77e anniversaire de la fondation de l'armée populaire nord-coréenne, le président Kim Jong-un a déclaré samedi que le partenariat sécuritaire renforcé entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon constituait une menace pour son pays et s'est engagé à renforcer davantage son programme d'armes nucléaires. 노광철 동지, 정경택 동지, 리용길 동지를 비롯한 국방성 주요된 사수의 전초들, 거창한 창조와 건설의 전역들에서 불멸의 기적과 미운을 떨치며 성스러운 사명과 본분에 일심분투하는 우리 군대의 강력한 기상과 견결한 혁명 정신은 군군의 장령, 군관, 병사들에게 열렬한 축하와 전투적 인사를 보내시었습니다. En Chine, 29 personnes sont toujours portées disparues après un glissement de terrain survenu samedi dans la province du Sichuan. En raison des précipitations persistantes et des conditions géologiques, le glissement de terrain s'est transformé en coulée de débris, formant une accumulation de débris s'étendant sur environ 1,2 km avec un volume estimé à plus de 100 000 m3 selon une évaluation préliminaire. Le 8 février à minuit, le glissement de terrain avait enseveli 10 maisons résidentielles et une usine. 2 blessés ont été secourus avec succès, l'un avec des blessures graves et l'autre avec des blessures légères. Tous deux sont actuellement soignés à l'hôpital populaire du comté de Julian. Les résultats des enquêtes préliminaires indiquent que 29 personnes sont toujours portées disparues, bien que le nombre final soit encore en cours de vérification. En Amérique latine, quelques 14 millions d'Équatoriens ont commencé à voter ce dimanche pour décider qui dirigera ce pays des Andes déchiré par la violence. 16 candidats sont en lice pour devenir président pour les 4 prochaines années, dont le jeune président sortant Daniel Noboa et son adversaire de gauche, Luisa González. Hoy se entierra el viejo Ecuador, presidente. Presidente, un mensaje. Et au Chili, le président Gabriel Boric a décrété samedi l'état d'urgence dans 2 régions du centre et du sud du pays en raison de la menace d'incendie de forêt. Il a déclaré que les mesures prises pour sauver les forêts, les champs, les maisons et les vies humaines incluraient des couvre-feux pour permettre aux autorités de lutter contre d'éventuels actes criminels. Quiero que sepan
Je veux que vous sachiez que ceux qui seront pris, qu'ils aient agi avec négligence ou qu'ils aient tenté de provoquer délibérément un incendie, seront poursuivis, répondront à la justice et risqueront 20 ans de prison, en plus du mépris de toute la population. Il s'agit ici de sauver des hectares de forêts et de champs, de protéger les habitations, les sources d'emploi et surtout de prendre soin de la vie humaine. De proteger fuentes de trabajo y por sobre todo de cuidar la vida humana. Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur L24 News. À bientôt.